Alors, nous allons continuer notre exploration des communautés libres, ou Open Communities, et cet échange va plus focaliser sur les défis humains. Donc, nous sommes toujours filmés par Tammy, mon nom est Fabio de Praméo, Tibi de Saint-Sorica et Clément de l'Aquarium. Donc, moi, une des questions que j'aurais, c'est justement en allant dans un espace ouvert, souvent justement j'ai cette perception qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des projets différents, souvent qui sont liés à du hardware, à des projets concrets avec des impressions 3D et autres. Et je me dis, voilà, comment est-ce que je vais au contact des gens, comment est-ce que j'accède finalement au projet, sans forcément vouloir aller sur le site. Alors, comment ça se passe dans vos labs? Je peux commencer. Nous, on fonctionne d'une façon où tous les projets sont sur notre wiki. Et tous les mercredis, on prend un moment, 1 heure, 1 heure et demie, pour discuter des projets, donc les projets en cours, les envies de projet. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un partage qui se crée entre les gens. Donc c'est vraiment de dire, voilà, j'ai vu ça, c'est un projet qui me passionne, j'ai envie de le faire, qui est d'accord de le faire avec moi? Ou voilà, ça fait 3 mois qu'on travaille sur ce projet avec telle équipe, on en est là, il nous manque ça, ça, ça. Et ça, c'est comme ça que nous, on fait pour un peu inviter les gens à rejoindre des projets et pour briser un peu la glace. Parce que j'ai tout à fait conscience que quand tu rentres dans une communauté de gens que tu ne connais pas, le fait peut-être de s'intégrer peut être problématique. Après, c'est tout le temps, là c'est toujours le facteur humain, c'est toujours en fonction des gens. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de mal et d'autres beaucoup plus de mal, et il faut faire au mieux pour que les gens, que l'accessibilité au projet soit la plus simple. Donc ça veut dire que vous avez des événements où soit des projets peuvent se développer, ou alors on peut dire, voilà, j'ai envie de lancer un tel projet, est-ce qu'il y a des gens qui sont peuvent intéressés? naître ou continuer à grossir. Et alors, ma question serait aussi, est-ce qu'il y a des projets à ce moment-là qui meurent, ou vous vous dites, il n'y a plus beaucoup d'activités, on va l'archiver, ou est-ce que vous essayez de garder tous les projets ouverts? Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si on essaie de garder tous les projets ouverts, le projet il vit. Il y en a qui vont. Alors, et je ne sais pas si les projets meurent. Les projets, il y a une période de stand-by où ils sont à la rigueur enterrés, mais pas morts, ou des moments où des gens vont avoir d'autres choses dans leur vie, plus le temps de s'oublier, la personne qui s'occupait un peu du lead de ces projets n'a plus le temps. Nous, est-ce qu'on est passif? Je sais pas, mais on laisse en tout cas moi je laisserai vivre les projets, de regarder les projets qui veulent pas communiquer sur là où ils en sont, ou qui n'ont pas le temps de le faire, ou des choses comme ça, c'est quelque chose de compréhensible. C'est vraiment, on va dire aux gens qu'ils ont la possibilité de le faire, de communiquer sur leur projet, de créer des projets, mais on va pas les forcer à le faire. En tout cas, pour moi, dès qu'il y a un moment où on force quelqu'un à faire quelque chose, ça devient potentiellement une source de conflit. Donc les projets, on les laisse vivre. Enfin, selon moi, je les laisserai vivre. Donc c'est vraiment en fonction des gens qui sont intéressés. S'il y a suffisamment de gens, le projet va perdurer. Et s'il n'y a plus personne qui est dans le projet va rester là, mais il pourra se réactiver dans le futur. Exact. Je pense qu'il va. En tout cas, nous, peut-être qu'on a eu, on a déjà eu ça, on a été confronté sur un projet. La personne est partie pendant 6 mois, là elle revient, le projet se relance. Ouais. C'est un peu archivé. C'est vraiment la documentation qui revient. Un non-statut, mais ça par exemple, c'est peut-être quelque chose d'important d'avoir comme les feux de signalisation. Le feu vert où tout le monde est dessus, le feu orange où on est quasiment à l'arrêt, il manque des gens par exemple, on n'est pas au rythme de croisière, et le feu rouge où pour l'instant c'est à l'arrêt. Ça par exemple, ce serait intéressant, peut-être que nous on l'a pas, mais d'avoir ce système, les projets en cours, les projets archivés. Et puis aussi il y a des projets qui sont limités sur le temps, la participation à une conférence ou à un événement ou des choses comme ça, qui sont pour moi des projets, ils ont une date butoir, et donc eux, ils s'arrêtent. De ton côté? Même chose, je ne crois pas qu'il y ait un projet qui est mort, surtout si on documente bien. En développant un projet, on crée toujours des choses. Un morceau de code, un prototype, un design qui peut être récupéré, un remix dans un autre projet. Donc, ça arrive tout le temps dans Saint-Sorica, qu'il y a ce remix-là des projets. Donc le projet n'est plus forcément existant en tant que tel, mais il est réutilisé à d'autres fins ou intégré à d'autres. C'est ça.
Puis il peut être ressuscité par d'autres personnes, pas nécessairement la personne, s'il y a une bonne documentation. Donc il faut assurer une permanence. Si cette permanence-là, elle est incarnée dans une personne qui s'en va et qui revient, là on est dépendant. Si on documente bien, on externalise ça, donc on assure une permanence. Pour revenir à ta question de base, Sensorica, c'est un autre type d'organisation, d'espace ouvert, c'est un réseau. J'appelle ça un réseau plutôt qu'une compagnie. Il y a toujours pas un conflit, mais des fois c'est deux bibites différentes qu'on essaie de les mettre ensemble. La communauté qui est locale, très riche en relations, et le réseau, qui est un tas de personnes qui se coordonnent à travers des outils, et ils sont là pour une tâche et ils s'en vont. Il n'y a pas de lien vraiment qui est créé. C'est juste les gens s'entendent sur l'importance d'une tâche, puis ils la font. Puis parce qu'ils ont du plaisir, ils ont d'autres choses à en tirer de ça. Ils s'en vont. C'est un peu la manière de Wikipédia, les gens ils ne se connaissent pas. Ils participent. Donc, étant donné qu'on n'a pas une communauté, on utilise beaucoup les outils et les médias sociaux pour distribuer les projets. Et il y a un accent dans Sensorica pour socialiser son travail. C'est-à-dire, si tu fais une petite expérience, si tu manipules quelque chose dans le laboratoire, puis tu penses que c'est cool, tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, ben, fais une petite vidéo qui présente un peu l'état du projet, mais ça peut véhiculer aussi un peu d'excitation. Ou ça peut être la résolution d'un problème que tu peux partager avec le monde. Okay? On met beaucoup l'accent là-dessus, mais ça ne se fait pas assez. Okay? Et on essaye, c'est facile aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone cellulaire, on peut faire une petite vidéo de 2 minutes. Puis un petit bouton, c'est tout ce que ça prend pour le mettre sur Facebook ou pour le mettre sur YouTube. Ça peut être récupéré par des aggregators, des systèmes qui agrègent le contenu sur une page de Sensorica ou sur la page projet, si on tag bien. Et donc c'est de cette manière, c'est chacun diffuse son excitation, sa résolution de problèmes, les besoins. Hey les gars, je suis là, j'ai besoin de telle chose, y a-t-il quelqu'un? Parce qu'on doit avoir un outreach. Ça ne se passe pas dans cet espace-là. Et on pense que le genre d'activité qui fonctionne très 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 bien dans une communauté comme la vôtre, elle enverrait des signaux négatifs à un réseau qui est distribué à travers la planète, parce que ceux qui ne sont pas dans notre espace, ils vont se sentir exclus du processus. Du coup, ils sentent qu'ils n'ont pas accès à une information, ou qu'il y a des gens qui ont déjà des liens privilégiés, qui vont peut-être avoir un peu trop d'influence dans les choses. Ce qu'on a expérimenté dans le passé, c'est de faire des hangouts ensemble. Problème de coordination dans le temps. Parce qu'il y en a qui sont au Pakistan, il y en a qui sont en Australie, il y a toujours des différences. Donc, un paquet de problèmes quand tu as un réseau. Donc, on vit beaucoup dans l'espace virtuel, sur les médias sociaux, sur nos canaux de communication. Ça se passe surtout là-dedans, dans le virtuel. Quand on parle justement de coopération, on l'a mentionné un petit peu avant, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des échanges assez réguliers avec d'autres réseaux ou d'autres Fab Labs, d'autres entités, d'une part et d'autre? C'est-à-dire que vous partagez, vous, l'information aux autres, qui est reprise, qui est réutilisée, que vous reprenez? Ou ça reste quand même très centré sur ce que vous faites vous, peut-être des échanges entre les projets que vous avez dans vos structures? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des îlots, et je trouve ça dommage, mais il y a des communautés qui peuvent se partager la même ville, qui travaillent sur des projets semblables, qu'on ne connaît pas. Alors, il y a une redondance dans l'utilisation des ressources matérielles, et vu qu'il n'y a pas de communication nécessairement, mais il y a aussi une manque d'efficacité, de créativité aussi. Le problème vient aussi du fait que chacun utilise ses propres systèmes de gestion des contenus. Okay? Donc il n'y a pas d'interopérabilité, il n'y a pas de visibilité nécessairement de ce qui se passe d'un espace à un autre. Et du coup, tout le monde diffuse, tout le monde partage, mais pas tout le monde capte nécessairement. Tu vois? Et là, c'est pas ton expérience. Moi j'ai à peu près la même expérience que toi. Ça fonctionne vraiment par îlot et choses comme ça. Et tu vois, tu parlais, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit sur les projets, sur comment faire survivre un projet. Je reviens un peu sur ce qu'on a dit, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la construction des projets par briques. Et c'est le fait que, comme les Lego,
Chaque projet est en fait un amas de briques et chaque brique est indépendante d'elle-même, ce qui fait qu'on peut prendre cette brique et la rajouter à un tel projet. Alors j'ai jamais vu encore d'espace qui arrive à faire ça exactement, d'arriver à bien construire, parce que ça demande un travail de documentation énorme, de justement mettre des tags et des choses comme ça pour retrouver les informations et des choses comme ça. Mais je trouve que c'est une voie où on pourrait aller, et là c'est quelque chose qui peut être intéressant dans un réseau qui interconnecte tous ces lieux, de récupérer des choses, comme il existe déjà en fait sur GitHub avec le code, de récupérer des choses comme ça, mais de le faire avec d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que le code. Le faire avec, je sais pas moi, des fichiers 3D pour l'imprimante ou des choses comme ça. Et c'est intéressant, mais pour revenir sur la thématique et sur la problématique des îlots, c'est quelque chose aussi qu'on ressent. Il y a beaucoup de documentation, personne ne documente de la même façon, personne n'utilise les mêmes outils, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils doivent choisir. Il n'y a pas de bons et de mauvais outils selon moi, mais les gens ne comprennent pas, n'ont pas envie de se mettre tous sur le même outil ou des choses comme ça. À partir de ce moment-là, c'est vrai pour moi, il y a un réel problème de communication inter-espace. Et l'appropriation des projets est assez dure quand elle vient d'une autre communauté. En tout cas, au sein de mon labo, j'ai rarement vu un projet. Il y a eu pas mal de tentatives de projets qui venaient d'autres lieux comme Paris ou des choses comme ça, qui sont venus pour venir dans notre labo. Mais à l'heure actuelle, ce que j'en sais, je ne crois pas qu'il y en a vraiment qui est vraiment grossi et qui est pris. Alors pourquoi je pense que la façon dont le projet a été construit par les gens et tout, il n'est pas forcément assimilable. Alors là, je l'ai senti beaucoup aussi. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut faire un protocole dans la documentation? Ça, c'est un truc que j'ai réfléchi un petit peu. C'est est-ce qu'il faut dire quelque chose de tout bête, mais une structure, genre le titre, la date, le genre, des choses comme ça. Est-ce que ça aide? Mais ça veut dire que les gens devraient aussi l'utiliser, des trucs comme ça. Mais c'est très dur quand tu as un projet qui a 6 mois, 1 an, d'arriver, même s'il est en dormance, de le récupérer assimilable. Des fois, on a besoin aussi de la manipulation, des erreurs, des choses comme ça, pour avancer. Et du coup, ça c'est pour moi un vrai défi de la documentation, c'est d'arriver à transmettre tout ce qu'on ne pense pas à transmettre. Tout ce qui est les petites subtilités, les petites erreurs, les petites réflexions, les choses comme ça. Le monde des sciences, de la biologie, fait beaucoup, mais une chose qu'on appelle un carnet de labo, on écrit à chaque fois nos expériences, les erreurs, les choses comme ça. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on sait jour par jour, c'est un peu un cahier, un journal des événements et choses comme ça, et on sait jour par jour, et on sait qu'on a fait cette expérience, pourquoi ça n'a pas marché. Ah mais attends, il y a 1 mois j'ai fait exactement la même, pourquoi ça n'a pas marché. Et à ce moment-là qu'on arrive à faire des corrélations, des choses comme ça. Et ça, dans la documentation, on l'a pas. Enfin moi je l'ai rarement vu, c'est vraiment documenté au jour le jour. Le projet, que chacun écrive même 3 lignes de ce qu'il fait dans la journée, c'est très intéressant. Pour pas que le lendemain la personne elle fasse exactement la même chose qu'elle le savait. Et est-ce que justement, là je pense justement au domaine académique, on a quand même une certaine structure globale qui est la publication de résultats ou de recherches. Est-ce que justement on peut s'en inspirer? Est-ce qu'il y a des liens qui se font dans vos projets entre le monde académique et vos recherches? De dire voilà, est-ce qu'on peut mettre à profit des professionnels aussi dans les projets qu'on... Ouais, je pense qu'on s'inspire beaucoup. Puis il y a des gens qui sont sortis de l'académie. C'est eux souvent qui documentent le plus. Donc cette culture de documentation a été beaucoup inspirée par ce qu'on fait dans l'académie. Le cahier de lab, même chose. Oui, il y a plein de choses. Je pense que l'académique, elle a énormément de choses à nous apprendre. Il y a des choses aussi qu'il ne faut pas prendre. Oui. Mais on a revenu ça, je ne sais plus si c'est sur cette vidéo ou sur une autre, sur la trop de structuration qui peut casser un peu l'innovation et le fait de l'imaginaire ou les choses comme ça, enfin de créer quelque chose qui peut casser. Pour moi, c'est peut-être un des problèmes de l'académique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de règles, trop de choses. En ayant discuté avec 2-3 chercheurs qui ont déjà 30 ans de recherche, ils disaient mais nous on n'est plus capable d'innover parce que ça fait 30 ans qu'on réfléchit comme ça en académique, et dès qu'on a une idée novatrice, elle est réfrénée par tout ce qu'on a appris, que ça ne marchera pas, qu'on ne trouvera pas de financement, que non, en fait ça ne marchera pas, et choses comme ça, et ça renferme. Et je pense qu'on s'inspire beaucoup de l'académique, et l'académique va s'inspirer de ces modèles ouverts, et elle le fait déjà. Le MIT et plein d'autres écoles le fait. S'inspirer justement de ces mouvements un peu plus libres, et des idées qui en émergent.
Est-ce que par rapport à l'académique ou peut-être par rapport aux entreprises aussi, toi tu vois des liens ou des... Je sais que Sansanka a fait différents partenariats. Est-ce que tu vois vraiment une possibilité de collaborer, de co-créer des projets aussi avec le domaine privé, ou tu te dis c'est vraiment une alternative, une façon différente de voir? Non, je pense que l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation ouverte, qui a plusieurs définitions encore, hein, mais l'innovation ouverte, je pense que ça s'en vient dans le milieu académique et dans les entreprises privées. Je pense que ces espaces ouverts-là, ils sont les pionniers, ils sont en train de faire du défrichage là-dedans et de structurer cette innovation ouverte. Structurer, façon de le dire, parce qu'il faut toujours rester dans le chaos pour être créatif. Ce qu'on trouve dans les entreprises, c'est souvent certaines contraintes qui sont très imposantes, contraintes budgétaires, contraintes de temps, et donc ça fait que ça structure et ça étouffe beaucoup. Ce que je vois dans les entreprises, c'est d'ouvrir des espaces adjacents où on laisse le temps aller, on laisse la forêt pousser, puis on s'en va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme le fait par exemple Google, ses employés qui travaillent Exactement. à 100%, travaillent à 80% pour Google et 20% sur leur projet. Et ce qui fait qu'il y a des choses fantastiques qui ont émergé de ces projets. Et pour revenir à ce que je disais, pour moi, il y a deux voies. Il y a l'académique et il y a quelque chose de plus corporate. Et là, avec le mouvement des makers, il y a peut-être une troisième voie qui s'ouvre. Puis c'est vraiment celle d'éviter le plus de contraintes possibles et de juste faire fonctionner l'imaginaire et de ne pas être rappelé justement par le retour sur investissement, sur le temps, sur les choses comme ça. Et je trouve que c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises s'intéressent, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui veulent créer des Fab Labs au sein de leur entreprise, qui veulent créer des espaces le soir comme Google et choses comme ça pour travailler sur ses propres projets, des choses comme ça. C'est quelque chose qui les intéresse, ils ont besoin de refaire venir l'innovation dans leur entreprise. Et c'est pour ça qu'on peut voir les entreprises, selon moi, de la Silicon Valley qui ont des qualités de travail, enfin des qualités pour les employés qui sont énormes, comme les vacances quand on veut, où on veut, à n'importe quel moment, ou les congés parentaux de 1 an. Netflix vient d'annoncer, je crois qu'ils avaient des congés parentaux pendant 1 an, donc payés et tout. Ils le font pour garder les cerveaux, mais aussi pour pas casser, je crois, ce mouvement et pas étouffer leurs employés, pour leur laisser vraiment une marge de réflexion. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont compétitifs. C'est parce qu'ils laissent une liberté. Et toutes les entreprises très grosses corporate qui se fermaient et qui sont vraiment très arrivés au boulot 9h, fin du boulot 17h, on rentre à la maison, des choses comme ça, ben, c'est pas gagnant du tout sur leur... Et au niveau du défi humain, si on revient à la chose de base, ce que j'observe sur place à Montréal, c'est que ces institutions classiques qui essayent de créer ces espaces adjacents-là ne savent pas comment s'y faire. Et donc le choix maintenant, est-ce qu'on intègre cet espace ouvert quelque part dans la grande structure, ou est-ce qu'on crée des affiliations avec des espaces qui ont émergé par eux-mêmes et savent comment faire? Et donc je vois par exemple un Fab Lab à Montréal qui avait perdu leur subvention, donc ils ont été obligés de s'héberger à l'intérieur d'une institution académique, l'ETS. J'ai parlé avec la personne qui était en charge du laboratoire, et oui, il y a de la pression. Il y a énormément de la pression pour fermer des projets, pour ne pas communiquer assez, pour structurer ça au service de l'institution qui, elle fonctionne sur le même principe. Et donc, il y a de l'apprentissage à faire d'une certaine manière. Ça, c'est un exemple dans l'académie. Les corporations aussi, je pense qu'ils vont essayer de voir l'espace ouvert au service d'eux, donc c'est d'instrumentaliser. C'est la forêt derrière, on laisse pousser les choses, puis on va aller faire du harvesting une fois de temps en temps, et donc c'est au service d'eux, puis on essaie de diriger les projets selon l'intérêt, donc on met plus de subventions ici que là. Ça peut créer un peu de la compétition dans cet espace-là, donc c'est vraiment un truc qui est pas facile à ajuster. C'est deux cultures qui clashent, donc moi je prône surtout l'affiliation avec un réseau comme le nôtre. On a des contrats avec des universités. Cette distance qui fait en sorte qu'on peut négocier les termes de la relation, mais laissez-nous faire des choses comme on... Ça, pour montrer l'intérêt des entreprises, enfin ce que je trouve c'est un sujet très intéressant justement, l'entreprise et le monde un peu plus maker, des choses comme ça. On peut regarder par exemple les hackathons, le concept des hackathons, il y a maintenant 3 ou 4 ans, les hackathons
c'était vraiment quelque chose fait par les lieux, et puis c'était vraiment des rendez-vous de travail pendant non-stop, mais c'était vraiment vivant. Et maintenant, on retrouve plein d'entreprises qui font ça, dans le seul but, c'est de faire de la R&D gratuite. Et maintenant on fait beaucoup sur les données, en France ou en Suisse, on donne un jeu de données, et puis elle dit, voilà, vous en faites ce que vous voulez, et puis à la fin on prend le meilleur projet, des choses comme ça. Mais c'est vraiment de la R&D gratuite, et puis c'est des choses qu'ils n'arrivent plus à faire en interne, parce qu'ils n'ont plus la fraîcheur d'esprit forcément, ou des choses comme ça, pour avoir des idées comme ça. Et donc vraiment le monde des corporates est très intéressé, le monde des académiques aussi, et il faut faire très attention de ne pas se faire phagocyter, avaler par... Non, mais il y a beaucoup d'espaces qui ont fait ça, qui ont fait des partenariats, et ça n'a pas été fatal, mais enfin ça aurait été fatal à leur mode de pensée. Ouais, qui ont perdu. Et ça, c'est des choses, pour moi, il faut faire très attention, c'est les affiliations, et c'est aussi... L'affiliation vient souvent avec l'argent. Et c'est à ce moment-là, on va prendre de l'argent, on va se dire, est-ce qu'on peut faire quelques concessions sur ça? Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce que, aussi, s'ils ne veulent pas qu'on documente ça, ok. Ils ne veulent pas qu'on communique là-dessus, ok. Et c'est à partir de là, quand on commence à faire plein de petits compromis, que ça devient dangereux. Et je pense que, pour moi, c'est un des gros dangers du mouvement maker, c'est l'accaparation. Par les corporates et les académiques. On voit de plus en plus de Fab Labs ou de choses comme ça dans le milieu académique. Et il y a un vrai travail à faire ensemble. Il ne faut surtout pas ne pas essayer de travailler ensemble. Mais il y a aussi des barrières et garder une intégrité. Et je pense que ce sera le plus dur dans l'avenir de ces lieux. C'est vraiment de garder son intégrité et pas se vendre, des choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu aussi bien en Suisse qu'au Canada. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'incubateurs ou d'accélérateurs qui se mettent en place avec, en tout cas, une image qui dit voilà, on veut que les gens collaborent, qu'ils développent des projets intéressants. Mais finalement, souvent derrière, c'est vraiment de dire voilà, on veut trouver des gens dans lesquels on peut investir. Et du coup, il y a beaucoup d'incubateurs qui sont orientés sur des technologies ou sur des biomédicales. C'est des projets qui peuvent rapporter beaucoup assez rapidement. Et je pense qu'il y aurait vraiment une place pour faire des projets qui sont vraiment plus sociaux, où on dit on ne va pas forcément construire quelque chose ou vendre un produit, mais on va essayer de se mettre ensemble, puis de travailler par exemple sur des senseurs qui ont une utilité autant pour le sport que pour la médecine, pour d'autres domaines, mais avec une approche ouverte qui permet de garantir ce côté finalement intérêt public. C'est aussi un problème d'identité. Si on commence à faire des compromis, à un moment donné, l'identité et la culture est affectée et la place en souffre. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que ces makerspace, ces Fab Labs, ces communautés ouvertes sont une valeur pour la société. C'est là où l'innovation se passe. J'arrête pas de le dire. Il y a deux technologies vraiment majeures, les drones, puis les imprimantes 3D. C'est complètement mené par l'open source. Donc on voit vraiment la valeur. Donc il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est ça que je dis tout le temps. Pas parce qu'on est fou et idéaliste qu'on veut garder ça, mais c'est aussi une valeur pour la société qu'on est en train de créer. Excellent. Est-ce que vous avez un mot pour terminer la conversation? Parce qu'on arrive au bout du temps. Quelque chose que vous aimeriez partager finalement avec les gens qui nous regardent? Mon dernier mot, c'est qu'on est toujours en transition. Il y a ces défis-là, il y a d'autres défis. Et donc, il faut continuer le débat, il faut se rapprocher en communauté ouverte pour finalement essayer de comprendre ces défis-là, ces problèmes, et de trouver des solutions. Mais c'est un processus qui est en marche. Je suis à peu près du même avis. Je crois que ces conversations comme ça, qu'elles soient offline ou online, elles permettent l'émergence d'idées. Enfin, moi, ces trois conversations m'ont fait avoir plusieurs idées, des idées que j'invite à vous, de la Sensorica, d'autres choses. Et je trouve que c'est très intéressant de parler de son lieu avec d'autres personnes et de se comparer. Je pense qu'on ne le fait pas du tout assez. Il y a toujours, je pense que c'est très utopiste de croire qu'on va briser les barrières entre lieu et espace, parce qu'il y a quand même des barrières. Mais je pense qu'une vraie communication de personne à personne sur le lieu, comment on vit dedans, c'est très intéressant. Et comme on dit, on est en transition, et sans ces moments de partage et de discussion entre les lieux,
ça va être une transition plus dure et plus longue parce qu'on a besoin d'apprendre des autres, des problèmes des autres, des réussites des autres. On a besoin de savoir comment ils fonctionnent, leur façon de penser. Et si on reste trop focus sur son espace, on risque de devenir aveugle au reste, vraiment, et de se mettre vraiment des œillères. Donc, oui, je pense que c'est avec ce genre de conversation, avec ce genre de discussion qu'on va arriver à vraiment faire avancer le mouvement. C'est aussi dans l'esprit de l'open source de faire du remix puis de s'inspirer. Oui, puis c'est vrai, je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi le fait que si on arrive à communiquer suffisamment, on peut se mettre ensemble et faire des projets qui sont utilisables dans différentes cultures finalement. Et je pense que typiquement, si on pense au domaine de la santé, ça peut être super intéressant d'observer ce qui se fait dans les pratiques en Suisse, dans les pratiques, je sais pas, en Inde et puis à Montréal, et de dire voilà, comment est-ce qu'on fait finalement un projet qui puisse être utilisable par les personnes des différents pays. Ben, merci Fabio. Merci Camille. Merci à toi.